Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h, voici les titres de ce journal. Le président Macky Sall en visite officielle en Mauritanie en séjour de 48 heures pour affermir les liens de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Des questions d'intérêt commun seront évoquées entre les deux pays qui partagent le gisement gazier Grand Tortue. La nouvelle chaloupe Joseph Ndiaye en route pour Gorée en bijoux pour desservir l'île Mémoire est en réponse à une grande préoccupation des Goréens après les plaintes récurrentes de Kumba Castel et Ber post-certification réussie en Turquie. Programme accélération, compétitivité et emploi, l'État, les partenaires au développement et le secteur privé évaluent la phase pilote. Sur 257 milliards prévus, 162 milliards ont été mobilisés au bénéfice des micro, petites et moyennes entreprises du Sénégal. Les producteurs agricoles peuvent désormais déposer leur production dans une infrastructure de stockage certifiée. Le système de récépissé d'entrepôt est en vigueur. Plus de 5 milliards et demi ont été mobilisés. La BCEAO compte l'intégrer dans son dispositif prudentiel. Éclairage dans la rubrique économie de ce jeudi. Comment les taximans, les bus Tata et les Ndiaga Ndiaye accueillent-ils le BRT entre crainte de perdre leur clientèle et désir de modernisation de leur activité? Les acteurs du transport public espèrent garder leur marge de manœuvre. Incursion dans la tanière des lions à Yamoussoukro. Les joueurs sénégalais logent dans le plus luxueux hôtel de la ville. Ils vont cohabiter avec d'autres lions, les indomptables du Cameroun. Qui va chasser l'autre dans la poule C? Notre envoyé spécial nous présente cet hôtel de Lyon. Bienvenue à tous. La coopération entre le Sénégal et la Mauritanie est au cœur des échanges entre le président Macky Sall et son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Dans l'entretien que les deux chefs d'État ont eu à Nouakchott, ils ont évoqué les liens économiques et commerciaux, avec notamment le partage du champ gazier GTA, le pont de Rosso ou encore les accords de pêche, des projets dont l'exécution est très avancée. Le reportage de El Hadj Malick Niang et Oumar Ning. Tout est dans la profondeur des relations entre les deux chefs d'État. Avec un engagement sans pareil, les présidents Macky Sall et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani irriguent la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Sur la base des liens séculaires qui unissent les deux peuples, ils ont porté à un niveau élevé les relations économiques et commerciales. C'est ce qui transparaît dans le tête-à-tête et la réunion élargie à leur délégation. Au cœur des discussions, des projets importants comme le partage du champ gazier GTA. Situé à 10 km au large de Saint-Louis, le terminal gazier unique en son genre entre dans sa dernière étape de mise en production. L'autre projet emblématique est le pont de Rosso. Les deux chefs d'État ont eu le mérite de poser l'acte historique qui va permettre de relier les deux villes jumelles. Tout comme le complexe gazier, l'ouvrage de franchissement connaît un niveau d'exécution très avancé à la grande satisfaction des présidents Macky Sall et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. A donc clôturé ce jeudi les 50e assises de l'Union internationale de la presse francophone. Des journalistes ont passé 3 jours à Dakar pour débattre de la pratique de leur métier avec Antoine Lefond. Le thème médias, paix et sécurité. Le Premier ministre, qui a eu des échanges directs avec les participants, a redit toute la fierté du Sénégal d'accueillir à nouveau ces assises d'une importance capitale face aux défis de l'heure. Aramdo. Double contribution du Premier ministre aux assises de l'Union internationale de la presse francophone. D'abord, un instant solennel avec un discours qui se fait l'écho d'un thème axé sur la paix et la sécurité. Vos 50e assises sur la paix et la sécurité confirment le Sénégal comme l'un des chantres planétaires de la paix et Dakar comme l'une des capitales africaines de la recherche pour la sécurité et la stabilité du continent. Nos batailles contre les barbaries de toutes sortes qui mettent en péril un monde pacifié et porteur de progrès, pétri de valeurs démocratiques, quels que soient nos efforts, tant au plan logistique qu'humain, ne saurait triompher sans l'apport décisif des médias. En ces temps troubles, ces réflexions sur la sécurité sont pour le Premier ministre d'un apport vital. Comment informer malgré la terreur?
Le journaliste vertueux est d'abord courageux. Il n'a pas d'autre remède pour surmonter la peur et l'intimidation. C'est à ce prix qu'il restera intransigeant avec la vérité, socle inébranlable d'une société en paix et en sécurité. Votre questionnement est légitime. Existe-t-il des médias pour la paix? Ma réponse, quant à moi, en est que ce sont les médias aussi qui la construisent, aux côtés des autres défenseurs de la démocratie et des valeurs humanistes. Le discours livré, le Premier ministre de se soumettre ensuite aux questions des journalistes. Dans un style décontracté et convivial, les questions concernent la vision et les perspectives de l'homme. La liberté de la presse apparaît aussi en filigrane. Oui, je suis partisan de la liberté parce que je ne connais pas autre chose. Oui, je suis partisan de la liberté parce que sans la liberté, on cesserait d'être des hommes, des êtres humains au sens où nous le comprenons tous. C'est-à-dire avoir la faculté de réfléchir, de dire ce que l'on sent, de dire ce que l'on pense, dans le respect naturellement des lois et règlements, c'est-à-dire dans le respect de l'intimité des autres. Le journaliste ne doit avoir comme bréviaire que la vérité. Absolument. Et puis le reste, c'est son travail. On le lui concède comme on concéderait au médecin de prendre une décision par rapport à un malade qui lui soumet ses analyses. Et nous soutiendrons tous ceux qui se battent pour la liberté tout court, pour la liberté de la presse en particulier. L'UPF et le Sénégal, comme un pacte d'amitié et de mémoire, dit le Premier ministre Amadou Ba à cette assemblée. Le premier congrès de la presse francophone s'était tenu ici à Dakar en 1961. Les assises de 2024 vont aussi faire date. Le Premier ministre qui a donc clôturé les assises de l'UPF, l'Union de la presse francophone. Le 25 janvier 2024 marquera une étape cruciale avec la réception de la nouvelle chaloupe pour la liaison maritime Dakar-Gorée, un soulagement attendu par les usagers de cette traversée. La cérémonie post-certification s'est tenue hier en Turquie avec une délégation dirigée par le directeur général du port autonome de Dakar. Moustapha Ndiaye et Ibrahim Ondong, nos envoyés spéciaux à Istanbul, nous détaillent cette bonne nouvelle, synonyme de la fin des calvaires pour les habitants de l'île Mémoire et les habitués de cette liaison emblématique. Lueur d'espoir au milieu du Grand Bleu. Dans les eaux de la marina turque, Joseph Ndiaye a fini de jeter l'ancre. C'est le nom de cette chaloupe, une nouvelle acquisition qui porte les empreintes du port autonome de Dakar. Une bonne nouvelle pour les habitants de Gorée. Je ne peux pas mesurer ma joie. Et j'insiste sur la satisfaction que j'ai moi personnellement et cette satisfaction que les populations de Gorée ont eue aujourd'hui. Parce qu'à travers moi, je vis cette réalité. On nous a toujours promis des bateaux, on ne les a jamais vus. Et là, il faut remercier le président de la République pour cette action qu'il a faite pour Gorée. Il ne l'a pas fait seulement pour Gorée, il l'a fait pour Gorée et tous les usagers de la chaloupe. Un géant d'acier de 220 tonnes qui porte le nom de Boubacar Joseph Ndiaye, ancien conservateur de la maison des esclaves de Gorée. Une décision bien appréciée. Boubacar Joseph Ndiaye, un digne fils de Gorée. Une personne qui s'est toujours battue pour Gorée et pour la mémoire de l'esclavage. Boubacar Joseph Ndiaye a contribué au rayonnement de Gorée dans le monde entier, à telle enseigne qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir par an plus de 500 000 visiteurs. C'est dans une ambiance dominée par une mosaïque de couleurs que la cérémonie de réception s'est déroulée. Ce navire a une capacité de 396 places et joue presque de toutes les commodités. Nous avons procédé à des tests de robustesse du moteur et nous sommes très satisfaits de la réponse du navire aux commandes du commandant. En termes de manœuvre, nous avons fait un test de giration, un test de crash stop. C'est passé de la vitesse maximale à l'arrière, à la marche arrière, et la réponse a été satisfaisante. À tout point de vue, nous certifions donc ce navire, Monsieur le Directeur Général. Pour l'acquisition de cette chaloupe, le choix du concessionnaire a été déterminant. Nous avons démarché
Donc l'ensemble des ateliers de réparation navale qui pourraient répondre à cette demande. On a été en Espagne, à Las Palmas, en Hollande, d'ailleurs en France, pour trouver des chaloupes conformes aux spécifications techniques de la commande présidentielle, en ligne avec le budget du Sénégal, mais surtout qui rentrent dans la fenêtre très agressive de l'agenda. C'est ainsi que, menant toutes les démarches, nous avons pu trouver, parce qu'on nous a indiqué que 95% de la flotte navale des pays nordiques est aujourd'hui conçue et fabriquée en Turquie et en Grèce. C'est ainsi que nous sommes venus en Grèce et en Turquie avec donc le soutien des meilleurs experts en la matière au monde. Et nous avons trouvé donc l'atelier Efzane qui disposait déjà d'une conception de chaloupe qui était conforme aux spécifications sénégalaises, mais surtout et mieux, qui tenait les délais de l'agenda du président. Efzane est une entreprise réputée dans son domaine, avec plus de 700 navires de gros calibre à son actif. Pour la construction du navire, on a utilisé la dernière version du système. Et on peut même conduire le bateau dans les mers internationales. Il aura fallu seulement 14 mois pour livrer la commande, une diligence qui s'explique par les urgences du moment. Dans le contexte récent des pannes récurrentes de la flotte actuelle, une flotte composée de 2 chaloupes, l'une Kumba Castel qui est de 1999, donc de 24 ans, l'autre Bear qui est de 2006, donc 17 ans. Avec tous les problèmes, donc il a fallu accélérer, mais tout en restant dans un schéma de non-compromis ou de compromission avec la qualité, la sûreté et le confort. Fini les nombreuses difficultés qui ont longtemps miné la liaison maritime Dakar-Gorée. Avec cette nouvelle acquisition, c'est tout simplement un ouf de soulagement pour les habitants de l'île Mémoire, mais aussi cela traduit le respect de la parole donnée des autorités, le principe de la continuité du territoire vers l'île Mémoire, Gorée. La décision du président de la République a permis l'acquisition du navire, ce qui vise à soulager les habitants de l'île Mémoire. Une bonne nouvelle saluée par les populations suivant les réactions recueillies par notre envoyé spécial à Istanbul. Ibrahim. Nous rendons hommage à M. le Président de la République pour véritablement l'acquisition de cette nouvelle chaloupe et également adressons nos félicitations à M. le Directeur général du port autonome de Dakar et l'ensemble de ses collaborateurs pour véritablement la diligence apportée à cette acquisition-là. Au-delà de Dakar-Gorée, nous pensons que cette nouvelle acquisition n'est qu'un début. Et d'autres vont suivre après le rail, après le routier, après l'aviation avec Air Sénégal. Une nouvelle dynamique pour le transport à courte distance devra être lancée pour enfin mettre en place toute la logistique pour que le Sénégal puisse jouer son rôle de hub sous-régional. Et en quoi faisant, nous avons déjà commencé la construction de 2 ports, Ndayan et Barbi-Sendou, et avec les ports secondaires Kaolack, le port de Saint-Louis et le port de Ziguinchor, un hub pourra être mis en place en tenant compte bien sûr de la sous-région, et Dakar, en recevant les porte-conteneurs qui vont maintenant jusqu'à 24 000 unités, entre 15 000 et 24 000, pourra jouer ce rôle de dispatching. Et puis les travaux de rénovation de l'aéroport de Ziguinchor avancent rapidement. Constat du ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires en visite de chantier au Cap Skirring et à Ziguinchor. Antoine Beng a lancé un appel à soutenir la compagnie Air Sénégal dans sa démarche de modernisation. Michel Mendy. Après Cap Skirring, c'est au tour de l'aéroport de Ziguinchor d'accueillir le ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Il est venu en compagnie des autorités de la région s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation lancés depuis juillet 2022. Au-delà des rapports que j'ai reçus de mes techniciens,
qui n'ont pas manqué de faire des visites dans ces différents aéroports. J'ai tenu personnellement, en tant que ministre, de descendre sur le terrain et de vérifier avec les entreprises ce qui s'y fait. S'il y a des difficultés rencontrées, de les relever et d'y apporter des solutions. Les travaux sont en cours d'exécution à l'extérieur comme à l'intérieur de l'aérogare. La tour de contrôle a déjà pris forme. La piste a presque atteint sa longueur de 2,5 km. À terme, c'est un aéroport moderne de dimension internationale dont Ziguinchor va bénéficier. Vous avez remarqué par vous-même que le chantier est en marche. Les bâtiments au niveau de Ziguinchor sont très avancés. La piste va être poursuivie dans le cadre de la réalisation avec Eiffage. Et je pense qu'il y a lieu d'espérer sous peu que nous pourrons exploiter ces différents aéroports dans le plus grand bénéfice du Sénégal et des populations de la région. Une réalisation qui entre dans le cadre d'un programme de l'État pour faire du Sénégal un hub aérien international, une plaque tournante portée par la compagnie Air Sénégal. Aujourd'hui, il faut noter que beaucoup d'efforts sont en train d'être déployés et ceux-là qui ont du mal parfois avec Air Sénégal verront sous peu que la situation aura beaucoup changé. Donc je pense que les Sénégalais doivent montrer plus d'élan de patriotisme pour leur compagnie nationale. Et sous peu, j'ose espérer que cette compagnie va être notre fierté parce que tout ce qu'il faut pour que ce soit un succès est en train d'être fait. Prévu pour durer 6 mois, les travaux de réhabilitation tardent à être livrés. Le ministre assure que les décisions idoines seront prises pour terminer le chantier. Le BRT, une aubaine pour les taximens, les conducteurs de bus Tata de la gare routière de Petersen. Ils comptent sur les clients du BRT en partance pour le centre-ville et d'autres quartiers non traversés par le bus rapide transit pour faire de bonnes affaires. Tout le contraire des transporteurs de car Ndiaye qui ont peur de perdre une part importante de leur clientèle. Mamoul Sakine y a fait un tour. Voici son reportage. L'arrivée du BRT destine une nouvelle configuration du transport de masse à Dakar. À Petersen, une des gares emblématiques de la capitale, l'atmosphère familière prend un nouveau souffle d'optimisme en prévision de la prochaine mise en circulation du BRT. Nous devons changer notre parc automobile parce que nous portons beaucoup d'espoir à la mise en circulation du BRT. À la descente du bus, les clients en partance pour d'autres destinations vont prendre des taxis, donc c'est un avantage pour nous. Petersen, c'est aussi le point de départ d'une dizaine de lignes de bus Tata. Pour ces transporteurs, l'impact du BRT sur leur quotidien semble limité. Dakar est trop engorgé. Malgré la forte présence des transports en commun, des clients rentrent difficilement chez eux. La demande est très forte. Donc le BRT est une solution. Il va permettre de désengorger Dakar. Nous n'avons pas la même clientèle. Donc le BRT ne va en rien impacter notre travail. Cependant, le BRT ne fait pas que des erreurs. Les conducteurs des cars Ndiaye nourrissent des craintes face au risque de perdre une part importante de leur clientèle. Avec l'arrivée du BRT, notre clientèle va diminuer considérablement. C'est plus rapide parce qu'il roule seul sur une voie. Donc les clients préfèrent le BRT pour éviter les embouteillages. La mise en service du BRT élargit le spectre des options de transport disponibles. Dans ce nouvel environnement, les chauffeurs de taxi, les transporteurs de bus Tata et car Ndiaye sont désormais contraints de développer des stratégies novatrices pour maintenir leur compétitivité. Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent tire en bilan satisfaisant des 10 ans de mise en œuvre du PSE. De 2014 à 2023, beaucoup de projets de développement ont été réalisés. Pour la seconde phase, le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent veut relever les défis en mettant l'emploi et le développement du secteur privé au cœur du PAP 3. Anaïs Nyanyamani. Le visage du Sénégal a beaucoup changé de 2014 à nos jours grâce aux 10 années d'exécution du plan Sénégal émergent.
Le bureau opérationnel de suivi du PSE tire un bilan satisfaisant des 6 axes clés du programme. Cette année a été une année particulière parce que nous fêtons les 10 ans de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Tous les indicateurs que nous avons partagés avec les acteurs sont au vert. Que ce soit les 6 batailles clés, nous avons montré les résultats réalisés dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie, des mines, dans le secteur des transports, de logistique, dans tous les secteurs, mais aussi un volet extrêmement important qui concerne les filets sociaux. Après avoir félicité le bureau opérationnel de suivi des bons résultats obtenus, s'engage à accompagner le Sénégal, notamment dans les réformes. Même si je félicite l'ensemble des chefs de projet pour les succès qui ont été atteints, je les encourage aussi à mieux persévérer dans une démarche de suivi en temps réel de l'exécution des projets sur le prochain cycle de mise en œuvre du nouveau plan national de développement au Sénégal. Je vous invite tous également à identifier les impacts des projets et des réformes du PSE, non seulement sur le PIB, mais aussi sur les populations et sur les objectifs du développement durable, les ODD. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer la disponibilité et la volonté du PNUD à poursuivre son accompagnement. Agriculture, élevage, santé, industrie, infrastructure, énergie, des secteurs qui ont enregistré de bonnes performances au grand bonheur des populations. Une vision du chef de l'État Macky Sall qui va jusqu'en 2035. Objectif que le bureau opérationnel de suivi veut atteindre en relevant plusieurs défis basés sur le renforcement du capital humain. Les grands défis que nous avons adressés aujourd'hui restent la question de l'emploi. Et l'emploi passe notamment par le renforcement du capital humain, notamment la formation, l'éducation à tous les niveaux, mais les formations professionnelles, mais la formation initiale, mais aussi l'enseignement dans toute sa globalité. Un autre défi aussi reste la modernisation de l'administration. Une administration plus moderne, plus digitalisée, plus proche des populations pour pouvoir porter l'émergence. Un autre grand défi aussi que nous devons régler concerne le développement du secteur privé. Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent veut tracer une voie vers un avenir prometteur en faisant du Sénégal une nation prospère d'ici 2035. La rubrique économie du jeudi s'intéresse aujourd'hui au système de récépissé d'entrepôt, un mécanisme innovant qui permet aux producteurs de déposer leur production dans une infrastructure de stockage certifiée. Le récépissé est une garantie pour obtenir un financement auprès des banques. 2 ans après sa mise en œuvre, plus de 5,6 milliards de francs CFA ont été mobilisés en termes de financement. Cet outil sera bientôt intégré au dispositif prudentiel de la Banque centrale. Plus de détails dans ce reportage d'Aminata Mbengfal. L'accès au financement constitue l'un des obstacles majeurs au développement de l'agriculture. Pour obtenir un crédit bancaire, les producteurs éprouvent d'énormes difficultés faute de garanties suffisantes. Pour appuyer davantage ce secteur, l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt a été créé à travers la loi 2017-29 de juillet 2017, suivie d'un décret d'application en 2020. Le récépissé, c'est un outil, un document financier consacré par la loi qui aujourd'hui devient la garantie pour le producteur. Donc le producteur qui a besoin d'un financement, de liquidité pour pouvoir gérer une urgence par exemple, il suffit de stocker dans un magasin agréé par le système, c'est un système d'agréage, et à partir de ce moment, il bénéficie d'un récépissé d'entrepôt et il peut aller à n'importe quelle banque ou institution de microfinance pour demander un financement partiel de son produit qu'il vient de déposer dans cette banque. Donc, la banque peut le financer jusqu'à 80%, mais elle peut aussi financer 10% ou 50%. Pour bénéficier d'un agrément de l'ARS, les magasins de stockage doivent remplir un certain nombre de conditions. Pour qu'un entrepôt soit agréé, il faut déjà une installation fixe, en dur ou bien en béton ou bien en zinc, capable de recevoir des marchandises selon des normes définies, par exemple l'aération, les matériels de manutention, de logistique, etc. Le gardiennage, l'environnement immédiat
s'il y a des menaces ou bien des risques qui tournent autour des entrepôts. Tout ça constitue des facteurs qui peuvent rendre le magasin ou l'installation de stockage conforme à ces types d'opérations financières. Pour stimuler le modèle de financement par récépissé d'entrepôt, le projet AgriResult accompagne la mise aux normes des sites de stockage. Nous intervenons à travers des incitations financières. C'est pourquoi dans le projet, on utilise le terme « Pay for Result ». L'objectif à travers ces incitations financières-là, c'est de permettre donc d'améliorer les infrastructures de commercialisation, donc les entrepôts, de permettre aux producteurs, aux petits producteurs d'une manière générale, de pouvoir accéder au crédit bancaire en utilisant les récoltes comme garantie et d'une manière générale, sur un plan beaucoup plus global, assurer la sécurité alimentaire, parce que c'est un des objectifs aussi qui est poursuivi par l'État du Sénégal et le gouvernement du Sénégal à travers le système de récépissé d'entrepôt. L'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt intervient dans 10 régions du Sénégal. À Toubandindi, Ousmane Diakhaté s'active dans la collecte et la trituration des graines d'arachide. Le récépissé d'entrepôt lui a offert plus d'opportunités. Le système de récépissé d'entrepôt est important parce que dans la chaîne de valeur, le problème de commercialisation, le problème de collecte est un problème crucial, surtout quand on n'a pas les financements qu'il faut. Aujourd'hui, avec le système de récépissé d'entrepôt, on peut avoir de la matière première qui nous permet de travailler pendant une bonne partie de l'année. En tout cas, c'est un système qui vient à son heure. À Ziguinchor, les acteurs de la filière anacarde apprécient ce dispositif mis en place par l'État. Il nous aide à trouver des financements dans des banques. Et c'est là qui a fait que la filière vraiment continue convenablement. Et on gagne beaucoup d'argent pendant la campagne. On fait travailler les jeunes, on fait travailler les femmes, on fait travailler les adultes. Et tout simplement à cause du système de récépissé d'entrepôt. 2 ans après la mise en œuvre du système de récépissé d'entrepôt, les résultats enregistrés sont plus que satisfaisants. Nous avons fait les 10 régions du Sénégal sur les 14, dans lesquelles nous avons fait des expériences sur le riz, sur l'arachide, mais aussi sur l'anacarde, sur les céréales. Et aujourd'hui, nous sommes autour de plus de 20 000 tonnes qui ont fait l'objet, 20 000 tonnes, qui ont fait l'objet de passages dans nos différents magasins qui ont été agréés ça et là. Le total de ces magasins agréés tourne autour, après 2 années d'activité, autour de 121 magasins. En termes de financement, nous avons pu mobiliser plus de 5,631 milliards en termes de financement bancaire. Cependant, les difficultés ne manquent pas. Producteurs, opérateurs ou encore transformateurs sollicitent l'accompagnement de l'État dans la mise en place des centres de stockage. Le seul défaut qui nous encombre, c'est tout simplement parce que du fait qu'on paye nos propres magasins. C'est l'inconvénient qui est là avec nous. Si tu prends un magasin, tu le payes à 500 000 francs mois, à 600 000, 700 000 francs mois, et si tu travailles, parce que tout va là-bas. Et sans compter d'autres frais qui accompagnent la filière, c'est-à-dire les frais de stockage. Donc l'État doit nous aider à avoir nos magasins dans nos départements pour pouvoir bien travailler. Aujourd'hui, pour avoir des magasins de ce type, c'est un peu compliqué. Il faudra payer la location pendant 1 an, alors qu'on n'est pas sûr de pouvoir l'utiliser pendant 1 an. Et tout le monde sait que c'est des charges qu'il faudra assumer. Donc pour nous, il faudra que le gouvernement nous aide à avoir des magasins de stockage. Ces magasins de stockage-là, s'ils sont aux normes, nous permettra d'être beaucoup mieux à l'aise de stocker. Parce que pour avoir des magasins de cette caractéristique, c'est un peu compliqué. Des sollicitations qui seront certainement prises en compte dans la stratégie d'implantation nationale des entrepôts. Le système de récépissé d'entrepôt, un mécanisme innovant qui sera bientôt intégré au dispositif prudentiel de la Banque centrale. Ça veut dire que le récépissé, une fois intégré dans ce dispositif, va faire aura plus de marge de manœuvre, plus de facilité de financement dans les différentes structures bancaires. Donc, il y aura plus d'acteurs qui vont bénéficier de financement et que les banques pourront se faire refinancer au niveau de la Banque centrale. C'est extrêmement important cette phase-là. L'autre phase aussi, c'est que nous avons été saisis par les Nations Unies à travers notre ministère des Affaires étrangères pour que le Sénégal puisse participer au groupe de travail international sur les récépissés d'entrepôt. Les Nations Unies sont en train de mettre une loi type
qui va être la loi que tous les pays devront adopter pour uniformiser la pratique du récépissé d'entrepôt. Des pays membres de l'UEMOA s'inspirent de ce modèle de garantie adopté par le Sénégal. Aujourd'hui, l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt travaille avec une dizaine d'institutions financières. La mise en place de cet outil va faciliter la création d'une bourse de matières agricoles dans notre pays. Le secteur privé, les partenaires au développement et l'État évaluent le programme Accélération, Compétitivité et Emploi. 250 milliards de francs CFA, dont 160 milliards déjà mobilisés. Le PASS vient soutenir la relance économique post-Covid, accélérer l'industrialisation et la création d'emplois avec une forte implication du secteur privé. Philomène Constance Cagne. Conçu et présenté au Conseil des ministres en février 2021 par le ministère de l'Économie, le programme d'accélération, compétitivité et emploi est un sous-ensemble du PAP 2A en termes de portée. Prévu sur 4 années, le PACE vise à contribuer à la transformation structurelle de l'économie telle qu'établie dans l'axe 1 du PSE. Il est essentiellement conçu pour être un instrument de mise en œuvre et d'accélération, comme son nom l'indique, de la stratégie nationale de développement du secteur privé. Et dans sa structuration, le PASS est un programme inclusif qui intègre dans son organisation et son fonctionnement les principes d'articulation des différents instruments et services publics d'accompagnement du secteur privé. Cadre d'opérationnalisation des mécanismes inscrits dans le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, le PACE nécessite une enveloppe de 257 milliards, dont 160 déjà acquis avec l'appui de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires. La Banque tient à nouveau à remercier les autorités pour leur forte implication dans le succès du PACE. À travers celui du PASS, nous sommes certains que ce programme produira des effets catalytiques sur le développement industriel du pays et engendrera des résultats remarquables à long terme. Nous tenons également à saluer l'excellente coordination entre les partenaires au développement et le Sénégal, particulièrement avec la Banque mondiale, qui contribua à renforcer l'impact de ces coopérations et du PASS au bénéfice des populations. La création d'emplois et la croissance économique inclusive sont des priorités de notre soutien au Sénégal. Grâce à sa méthodologie innovante et son potentiel de réplication, le programme PASS est porté de beaucoup d'espoir pour les jeunes Sénégalais et Sénégalaises. Plusieurs autres entités concourent à ce programme structuré autour d'objectifs stratégiques, à savoir l'accélération du secteur privé national, la compétitivité des secteurs prioritaires, le développement des investissements privés et partenariats public-privé PPP. C'est vrai que nous avons déjà obtenu 160 milliards. Les 257 milliards, je pense que nous sommes rassurés que nous allons les atteindre, mais il faut aller plus loin. Et je disais que l'objectif principal, c'est une impulsion de notre croissance. Pour que cette croissance, qu'on ait une impulsion de notre croissance, il faut mettre à l'échelle nos instruments financiers, mettre à l'échelle nos instruments d'appui et d'assistance technique, corroborer, les mettre en synergie, les articuler autour des objectifs principaux fixés et autour d'une stratégie claire, précise et suivie et scientifique qui est la stratégie filière porteuses de croissance qui sont identifiées. PACE compte déjà quelques bénéficiaires porteurs de projets dans les filières ciblées telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, entre autres. À terme, il est attendu la création de plus de 300 000 emplois par an. Le cycle des grandes conférences initié par l'École nationale d'administration du Sénégal a tenu hier sa 2e édition. Le thème de la conférence était le management et la gouvernance publique, l'impératif d'un leadership au cœur de la transformation de l'action publique. Le thème a permis de s'interroger sur le type de management et de gouvernance publique à adopter aujourd'hui. Cela aidera les élèves sortant de l'ENA de comprendre les enjeux du moment. Le compte-rendu de Mbaragnaï et de Lamine Touré.
Pour cette deuxième édition du cercle des grandes conférences initié par l'École nationale d'administration, les notions de leadership transformationnel de l'action publique ont été débattues, des critères ont été dégagés dans ce sens. Le leader transformationnel doit posséder certaines caractéristiques. Il doit avoir la vision, par exemple, et la détermination. Il doit être engagé à développer la résilience de ses employés, de son peuple. Et, par exemple, il doit être humble. J'ai parlé de la loi de l'humilité. Donc, accepter d'apprendre des autres. J'ai parlé aussi un peu de la loi du cercle rapproché. C'est-à-dire accepter de bien s'entourer par des leaders aussi performants que lui, accepter de créer d'autres leaders au besoin capables de le remplacer. Pour le conférencier, ces futurs cadres de l'administration publique sénégalaise ont des défis à relever. Il faut que quelqu'un veuille le faire. Première chose, qu'il s'engage lui-même. Il y a un risque qu'il ne réussisse pas. Et pour contrer ces risques, j'ai proposé la solution de coalition pour l'excellence. C'est-à-dire celui qui voudra le faire devra bâtir une coalition pour l'excellence avec des gens qui ont cette même ambition. Montrer aux gens qu'il est urgent de transformer les choses et que si vous refusez, c'est vous qui perdez. On parle de manager par exemple, de leader par exemple. Il faut payer de sa personne. J'ai parlé de la loi du sacrifice. Le cœur d'un grand leader, c'est le sacrifice. Les élèves stagiaires de l'ENA saluent la pertinence du thème. Ils sont conscients des exigences en matière de leadership pour impulser les changements dans le secteur public. Nous sommes à un tournant de notre administration, à un tournant de notre pays, où on a besoin d'un leadership transformationnel pour prendre le taureau par les cornes, le taureau des nouveaux enjeux auxquels nous sommes confrontés pour l'atteinte des objectifs du développement et notamment du développement durable. Donc c'est un thème qui vient à son heure. On nous a donné en exemple des leaders visionnaires, des leaders éthiques, des leaders relationnels dans l'histoire, aussi bien de l'Afrique qu'ailleurs, pour dire que malgré toute la volonté qu'un peuple peut avoir, un leader éclairé, visionnaire, peut être d'un très grand apport pour la réussite des objectifs de cette nation. Des échanges fructueux se sont produits tout au long de la rencontre. Le cycle des grandes conférences vise à promouvoir des thèmes portés par d'illustres personnalités. Cela contribuera à impacter la pratique managériale des élèves sortant de cette école. Cette rencontre se tient tous les premiers mercredis de chaque mois. Élection Yamoussoukro, les Lions du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun partagent le même réceptif hôtelier. Il s'appelle l'hôtel Président. De camps y ont vu du mal, mais en Coupe d'Afrique, c'est monnaie courante. Deux tanières dans un même hôtel. Suivant le reportage de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro par Mamoudou Seck, Mamoudou Fall, Massira Faye et Ibrahim Mboupa. La tanière des Lions à Yamoussoukro, l'hôtel Président. Un réceptif hôtelier 5 étoiles composé de 285 chambres. Dans l'hôtel, il y a 2 blocs. La tour construite en 1980 et l'ancien bâtiment qui date de 1973. C'est ici que le président Félix Houphouët-Boigny recevait ses hôtes de marque. C'est l'hôtel le plus luxueux de la ville. À l'occasion de la Coupe d'Afrique, les officiels de la CAF, les Lions du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun sont logés à l'hôtel Président. On n'est pas allé du côté où logent les joueurs, mais ici, du côté où est la CAF, je crois que c'est bon, hôtel Président. Je pense que ça porte bien son nom. C'est vraiment, je pense, l'une des meilleures structures ici, des meilleures infrastructures. L'hôtel a été réfectionné, a été réaménagé et c'est une très belle chose. L'hôtel est bien. L'espace est calme, reposant, donc ça permet la tranquillité. Après un match de football, je pense que les joueurs ont un cadre reposant pour récupérer de l'énergie et pour donner davantage quand ils sont sur l'air du jeu. La cohabitation entre les deux équipes se passe plutôt bien pour le moment. C'est une tradition en Coupe d'Afrique d'avoir plusieurs équipes dans un même hôtel. Pour certains, ça fait un peu désordre. Pour les habitués de la compétition, pas de souci à se faire. Bon, ça ne pose pas trop de problème parce que peut-être qu'il y a un problème de disponibilité d'infrastructures qui font que tout le monde ne peut pas avoir son hôtel particulier.
Mais bon, je pense que les joueurs aussi, ce sont des professionnels. Ils se connaissent tous. Donc je ne pense pas que leur cohabitation puisse être source de tension ou de quoi que ce soit. Il y a 2 ans, je crois, au Cameroun, le Sénégal partageait le même hôtel que la Guinée. Bon, ça n'a pas empêché les équipes de jouer correctement et de se respecter parce qu'il y a un respect mutuel qui lie les joueurs entre eux. À première vue, ça va paraître bizarre parce qu'on va dire que les gars peuvent se faire des petites connivences, ils peuvent s'entretenir, il faut s'entendre pour ne pas produire du spectacle sur le terrain. Il faut quand même rappeler le cadre dans lequel ils sont en train de cohabiter. C'est un hôtel, l'un des meilleurs à Yamoussoukro. Il faut aussi dire que ce n'est pas la première fois que les Lions indomptables logent dans la même enseigne avec l'adversaire. C'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs compétitions. Impossible de filmer les 2 équipes. Il faut impérativement une autorisation. La direction de l'hôtel ne souhaite pas être filmée, mais informe que les joueurs sont dans de bonnes conditions. Chacun a une chambre individuelle. Le personnel de l'hôtel président a été renforcé pour un service de qualité. Ibrahima Mboup est en direct de Yamoussoukro. Ibrahima, bonsoir. Nous avons vu flotter les drapeaux du Sénégal, du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée dans cet hôtel président. Alors, qui sera le président de cet hôtel? 2 tanières, justement dans un même hôtel. Ibrahima, il faut dire qu'il va falloir que quelqu'un chasse l'autre. Qui va ouvrir la chasse, justement? Bonsoir Ibrahima. Je pense que c'est l'équipe du Sénégal qui aura le dernier mot devant ces Lions indomptables du Cameroun. Ce sont 2 équipes championnes d'Afrique qui logent dans cet hôtel président. C'est l'hôtel le plus luxueux de Yamoussoukro et c'est la CAF qui a choisi cet endroit-là pour les 2 équipes pour plusieurs raisons. Le Sénégal est champion d'Afrique en titre. C'est une des grosses pointures du continent depuis quelque temps. Le Cameroun est la 2e équipe la plus titrée en Afrique derrière l'Égypte. Le Cameroun a gagné 5 phases finales de CAN. Donc le standing de ces 2 équipes a fait la différence quand il a fallu mettre les 2 équipes dans l'hôtel le plus luxueux. En plus de cela, le Sénégal est tête de poule. Donc, ce sont ces 2 équipes qui ont eu le privilège de loger à l'hôtel président. Et les Gambiens et les Guinéens sont dans l'hôtel où nous nous trouvons en ce moment, l'hôtel des parlementaires. Alors Ibrahima, on va revenir sur les Gambiens un peu plus tard, mais c'est un hôtel justement qui regroupe les 2 tanières. Le Sénégal et le Cameroun devraient se rencontrer quel jour exactement dans cette CAN? Ouais, ce sera lors de la 2e journée des phases de poule, puisque le Sénégal va démarrer contre le Gambie le 15 janvier. Il y aura 3 jours de repos et ensuite le Sénégal va enchaîner avec le Cameroun pour un choc très attendu ici à Yamoussoukro. Ce sont des matchs qui risquent de se jouer à guichet fermé. Pour le match Sénégal-Gambie, par exemple, difficile d'avoir un billet en ce moment. Sénégal-Cameroun aussi, ça sera la même chose parce que ça sera une affiche de rêve. Ça peut être l'affiche d'une finale de CAN. Et les habitants de Yamoussoukro et beaucoup d'Ivoiriens souhaitent véritablement assister à ce match, à ce duel de Lions, donc dans quelques jours. Alors on peut dire que le Sénégal, Ibrahima, a 3 derbys à jouer. Face à la Gambie, pays voisin, la Guinée et le Cameroun. Et les Gambiens qui sont arrivés aujourd'hui, vous confirmez, Ibrahima? Oui, ils sont arrivés à l'aéroport de Yamoussoukro à 19h. L'équipe gambienne a quitté Banjul à 17h. Le vol a duré 2 heures. C'est un vol d'Air Ivoire qui a donc transporté l'équipe gambienne. Comme vous le savez, hier, les Scorpions ont frôlé le pire. Il faut le dire, puisque leur avion a dû faire demi-tour et atterrir d'urgence sur le tarmac de l'aéroport de Banjul, puisqu'il y avait un problème, il y avait un manque d'oxygène après 9 minutes de vol. C'était très dangereux. Et le coach Tom Saintfiet l'a dit dans une interview avec la presse gambienne, encore 30 minutes, ce serait la catastrophe. Mais heureusement, l'équipe gambienne est rentrée à Banjul saine et sauve. Et puis, les autorités ont dû faire une requête auprès
des autorités ivoiriennes pour qu'il y ait un avion un peu plus grand, parce que hier c'était un petit avion, mais aujourd'hui c'est un grand avion qui a transporté l'équipe gambienne, et c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui a donc diligenté l'affaire, et il a permis à cette équipe gambienne de voyager dans de très bonnes conditions. Un dernier mot, Ibrahima, sur ce public qu'on voit autour des Gambiens. Les Sénégalais avaient été accueillis en liesse, justement à Yamoussoukro. Qui sont ces gens-là qu'on voit? Est-ce que la bataille des supporters va être en faveur du Sénégal ou de la Gambie pour le premier match, ou également des Lions indomptables ou de la Guinée? Comment ça se passe dans le camp des supporters? Et en réalité, les images que vous avez vues, ce ne sont pas des supportrices gambiennes, ce sont des Ivoiriennes, puisqu'il y a des comités locaux d'accueil dans tous les hôtels. Et ça, c'est le COCAN qui a organisé tout cela, le comité d'organisation de la CAN. Donc, dans chaque hôtel, il y a un comité d'accueil. À l'arrivée des équipes, il y a des chants, il y a de la danse. C'est vrai qu'à l'arrivée de l'équipe gambienne, il y avait beaucoup d'ambiance. Beaucoup d'ambiance ce soir. Les joueurs ont été accueillis dans une très belle fête ici à l'hôtel des parlementaires. Mais c'est la même chose que les autres équipes vont vivre. Les Guinéens sont attendus dans la soirée et ils seront accueillis par ce même comité d'accueil avec des chants et des danses. C'est de l'hospitalité, c'est l'aquaba comme on dit ici. On souhaite la bienvenue à toutes les équipes qui vont participer à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal-Gambie, c'est le premier match de cette poule, mais les Sénégalais, sans doute, ont gagné la bataille, justement, des supporters, parce qu'ils étaient accueillis par des Sénégalais authentiques. N'est-ce pas, Ibrahima? Ouais. L'accueil du Sénégal était plus coloré à l'accueil, excusez de la répétition, l'accueil des Lions était plus chaleureux, j'allais dire, parce que les supporters sénégalais s'étaient mobilisés en masse. Ce n'était pas le cas des supporters gambiens. On en a vu peut-être une vingtaine, une trentaine. La communauté gambienne n'est pas aussi importante ici à Yamoussoukro comparativement à la communauté sénégalaise qui a déplacé véritablement le gros de la troupe. Il y avait plusieurs centaines de supporters sénégalais à l'accueil des Lions. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ces Sénégalais-là seront derrière les Lions jusqu'au bout. Ils se mobilisent déjà pour le match de lundi prochain face à l'équipe gambienne. Et ce 12e homme-là est important en Coupe d'Afrique des Nations. On l'a vu au Cameroun il y a 2 ans. Il y a des moments dans un match où c'est le 12e homme qui permet aux joueurs de se transcender, de se motiver pour aller chercher un résultat. Et je pense qu'ici à Yamoussoukro, les Lions ne seront pas seuls au stade Charles Konabani. Les Sénégalais de Yamoussoukro, de Bouaké, de Korogo, de San Pedro, d'Abidjan, d'un peu partout, seront à fond derrière l'équipe nationale du Sénégal pour aller chercher une 2e étoile. On a envie de vous garder beaucoup plus longtemps, Ibrahima Mboup, mais en dernier mot sur l'entraînement des Lions. Ça se passe dans l'hôtel ou ailleurs, et c'est quand la prochaine séance? L'équipe s'est entraînée à huis clos cet après-midi. C'était à l'annexe du stade Charles Konabani de Yamoussoukro. Qui dit huis clos dit absence totale des journalistes. On ne pouvait pas assister à cette séance. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a lieu de souligner, c'est que la séance s'est déroulée à 14h, exactement l'heure du coup d'envoi face à la Gambie lundi prochain. C'est le moment de l'acclimatation. Il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter à la chaleur, à l'humidité. C'est pourquoi le staff technique a jugé utile d'organiser cette séance d'entraînement à huis clos à 14h. Et je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut souligner. Voyons sur ces images de Ibrahima Ndiaye, votre homonyme réalisateur Sadio Mané et Abdou Diallo dans une salle d'entraînement, sans doute pour prendre beaucoup plus de force. Merci Ibrahima Mboup. Merci beaucoup Ibrahima Diédhiou. Merci et très bonne soirée à Yamoussoukro. Justement, la tanière des Lions du Sénégal et des Lions indomptables pour sa 13e participation. Justement, à la Coupe d'Afrique des Nations, le Mali veut faire mieux que lors des éditions précédentes et gagner la CAN. Mais avant, l'équipe de la Gambie, qui est arrivée à Yamoussoukro en début de soirée vers 19h, avec un voyage qui s'est plus ou moins très bien passé, selon le coach Tom Saintfield. Les joueurs ont frôlé le pire hier, Ibrahima Mboup le disait,
Selon le coach gambien, son équipe n'est pas déstabilisée après tout ce qui s'est passé. Tom Seinfeld ajoute que son équipe s'est jouée face aux grands. On l'écoute. Les derniers jours, quelques problèmes. Tout le monde connaît notre problème, mais on est arrivé ici. Aujourd'hui, je suis très content et je dois remercier le président du Côte d'Ivoire et aussi le président de l'État du Gambie, parce que le vol est arrangé par les grandes personnes des deux États. Et c'est un vol fantastique, très, très amusant et très agréable. On est très content d'être arrivé. L'atmosphère est bien et on est prêt pour le gain. Vous avez un match lundi contre le Sénégal, un pays voisin, un pays frère. Comment vous voyez cette affiche? Pour tous les Gambiens, c'est le match d'année, peut-être pas seulement l'année d'histoire. Notre frère du Sénégal, Gambie, jamais gagné un match compétitif contre le Sénégal. 2 matchs gagnés dans l'histoire amicale en 66 et 73. Maintenant, on va jouer le premier match du CAN contre le Sénégal, qui sont les champions d'Afrique. Ils sont les grands favoris. J'ai beaucoup de respect pour l'équipe, pour l'entraîneur Ali aussi. C'est une grande équipe qu'on a vue au CAN, on a vu aux Coupe du Monde. Mais c'est un honneur de jouer contre le Sénégal. Et on a prouvé avant qu'on est fort contre l'équipe forte. So, Inch'Allah, on peut faire des surprises contre le Sénégal et j'espère aussi contre les autres adversaires. Vous ne pensez pas que le problème des primes et ce vol-là d'hier ne vont pas un tout petit peu déstabiliser le moral de ton groupe? J'ai l'expérience en Afrique et avec mon équipe. Quand il y a des problèmes, on est plus fort. Quand tout est bien réglé, on est moins fort. Je suis heureux avec les problèmes. C'est l'histoire, les problèmes. Je suis prêt de voir avant. On ne parle pas de l'histoire, on parle du futur. Et mon équipe va être prête. Et au pelouse, on va faire tout pour la Gambie. Je ne pense pas qu'il y a des problèmes avec l'histoire les derniers jours. Avec un entraîneur local et un groupe constitué de très grands joueurs, les Aigles du Mali veulent régner en maître dans la poule E. Le Mali enregistre sa 13e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali présenté par Abdoulaziz Ban. Le Mali est à sa 13e participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles ont connu 2 demi-finales en 2012 et 2013 avant d'être éliminés dès le premier tour lors des 2 éditions suivantes. S'ils ont atteint les 8e de finale en 2019 et 2021, ils tenteront de faire encore mieux cette année. Le Mali regorge de talents au sein de son effectif. Il n'y a qu'à voir le nombre de talents qui jouent cette saison dans les 5 meilleurs championnats européens. Pour cela, Eric Schell s'appuie sur un groupe homogène. Des joueurs comme Djigui Diarra, Amari Traoré, Falaye Sako, Sama Sekou, Yves Boussouma ou encore Fousseini Diabaté. Un groupe sur lequel le coach compte énormément pour gagner cette CAN en Côte d'Ivoire. Sur le banc des Aigles, Eric Sékou Chel est un ancien défenseur central international malien, 6 sélections entre 2004 et 2006. Âgé de 46 ans, il dispose de 3 expériences sur des bancs de touche en D3 et D4 françaises. Marseille Consolat entre 2016 et 2021, l'FC Martigues entre 2017 et 2021 et l'US Bologne en 2021. Le sélectionneur malien a également effectué une brève apparition dans le staff de Magasuba en mars dernier lors des barrages du Mondial 2022. Il aura la lourde charge de permettre au Mali de remporter la CAN. En Côte d'Ivoire, le Mali va évoluer dans le groupe E en compagnie de la Tunisie, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. La CAN qui débute dans 2 jours, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée à tous.